Merci infiniment, Brigitte. À la suite de tous les autres, bien évidemment, vous l'avez rappelé, je vais donc parler de la démocratie qui serait d'essence ou de perspective universelle. Bref, pour parler simplement de l'universalité éventuelle de la démocratie. Je me suis autorisé simplement à citer Tocqueville, qui disait que instruire la démocratie, ranimer s'il se peut ses croyances, purifier ses mœurs, régler ses mouvements, adapter son gouvernement au temps et au lieu, le modifier suivant les circonstances et les hommes, tel est le premier des devoirs imposés de nos jours à ceux qui dirigent la société. Cette citation nous place dans un contexte évident de relativité. Cette situation nous indique que le contexte démocratique ne peut être que spatial et cette citation nous indique également que la démocratie ne saurait être aux antipodes des gens, aux antipodes de leur environnement, aux antipodes de leur contexte. Bien évidemment, on sait aujourd'hui que la démocratie est le pire des systèmes de gouvernement, à l'exception de tous les autres, parce que la démocratie n'est pas le seul système de gouvernement. À côté de la démocratie, il y en a bien d'autres. Bien évidemment, on peut faire le constat également que la démocratie est construite sur des bases de lois. Elle crée aussi des droits au profit des uns et des autres. Et la démocratie installe justement la justice, qui est l'instrument, l'administration qui est compétente donc pour sanctionner dans un contexte de démocratie non seulement la violation de la loi, mais aussi la violation du droit et tout ce qui peut éventuellement concerner la rupture des égalités, notamment les égalités entre les citoyens, où chaque fois que la perspective en démocratie ne prend pas en compte l'intérêt général, qui est quand même le postulat de base, l'intérêt général étant composé de la masse des intérêts particuliers. Nous savons également que la démocratie est aussi le système de gouvernement dans lequel, à la différence des systèmes autocratiques, en démocratie, les libertés fondamentales sont affirmées, les droits individuels et collectifs sont affirmés et la non-observation des libertés fondamentales et des droits individuels et collectifs peuvent éventuellement être sanctionnés dans le contexte que j'ai indiqué. L'égalité entre les citoyens dans un système de démocratie se manifeste du point de vue politique par le droit de vote, qui est le premier droit qui permet à un citoyen d'être à la fois électeur et éligible. Bien évidemment, on peut faire le constat qu'aucun régime non démocratique ne présente les avantages et les garanties que je viens d'énumérer. Je les énumère pour faire la différence avec d'autres systèmes de gouvernement, notamment tout ce qui concerne les systèmes d'autocratie qui sont aux antipodes de la démocratie. Quand on prend en compte, bien évidemment, les différentes évolutions de la démocratie, depuis la Rome jusqu'à la Grèce, on se rend compte aujourd'hui qu'elle est passée par des chemins, elle est passée par des étapes, et il a été rappelé tout le long que la question de l'égalité, notamment la question de la participation des femmes au processus de désignation du dirigeant n'était pas évident. La démocratie a été aussi censitaire et la démocratie n'a concerné dans ces sociétés qu'un nombre réduit de personnes ou de personnalités qui pouvaient éventuellement prétendre à l'exercice du pouvoir. Quand on prend même dans le domaine, dans le contexte occidental, et que l'on passe en revue l'évolution de la démocratie dans un pays comme l'Amérique, et
comparé donc à des systèmes de démocratie en Occident, en Europe occidentale notamment, la mère de la démocratie étant l'Angleterre, et les différentes évolutions de la démocratie ont été constatées dans un contexte révolutionnaire, notamment français. Les formes de la démocratie sont variées, mais toutes ces formes que j'indique par-ci par-là ont des caractéristiques communes qui en font donc l'essence. Et si nombre de ces limites aujourd'hui sont pointées du doigt, notamment par les imperfections que l'on peut constater par-ci par-là, et l'une des imperfections qui a été pointée du doigt dans un contexte africain est essentiellement l'organisation du suffrage. Le suffrage universel, qui peut être à la fois direct et indirect, mais quand on passe en revue aujourd'hui la construction de la démocratie dans nos États au sein du continent, nous nous rendons compte que la première faiblesse du système démocratique est le ratage complet de l'organisation convenable des scrutins d'une part, de la participation encore plus convenable au scrutin et surtout de la justice post-scrutin. Non seulement l'électeur est mal identifié, mais en même temps l'élection est mal organisée et la suite électorale est appréhendée dans des conditions assez difficiles et assez caouteuses en ce qui concerne la justice électorale. Ces éléments sont pointés du doigt comme étant des faiblesses, et ce sont ces faiblesses justement qui font que aujourd'hui les populations africaines se détournent de la démocratie, remettent en cause les performances de la démocratie et surtout sont loin de penser que la démocratie est un instrument, un système de gouvernement universel dès lors qu'ils le rattachent à l'Occident, dès lors qu'ils indiquent que le fait de le sortir hors cadre d'Occident fait qu'aujourd'hui la démocratie a du mal à se dérouler. Mais c'est parce que la démocratie est d'abord par nature un perpétuel recommencement. La démocratie est un système de gouvernement qui n'est jamais achevé, qui est toujours inachevé et sur lequel il faut toujours jouer, rejouer et rejouer. L'acquis démocratique est toujours susceptible d'être mis en cause quand vous regardez aujourd'hui le développement politique et institutionnel dans un pays comme l'Amérique, où pour l'une des premières fois, de façon évidente, nous avons assisté à la plus grosse contestation d'un processus électoral, notamment le vote par procuration, notamment le vote électronique. Cela s'était vu dans une élection précédente avec Hillary Clinton, mais les contestations n'ont jamais atteint ce niveau tel qu'il s'est déroulé dans l'élection qui a opposé Joe Biden et Trump. Et quand on voit les perspectives électorales, quand on voit les contestations électorales, quand on voit comment les gens tentent de remettre en cause le processus électoral, on a tendance à penser que la démocratie est un instrument, un véhicule qui a besoin toujours de performance, qu'il n'est jamais acquis que le processus électoral, une fois mis sur rail, n'est pas capable de dérailler. Quand vous voyez comment tout ce qui a fait le lit de la guerre, notamment le racisme, notamment l'antisémitisme, à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, à l'origine de la défection de pays immenses comme l'Allemagne, comme l'Italie et comme le Japon, qui ont été mis sur le banc de la société, qui ont été exclus d'un système politique pendant très longtemps, l'Allemagne qui a été disloquée entre le camp de l'Occident et la Russie pendant très longtemps, parce que simplement on a constaté, on a indiqué que le comportement des Allemands dans le cas du nazisme et des Japonais et des Italiens étaient des comportements qui étaient anormaux, et ce sont ces comportements qui ont fait que le système politique qui a pris le dessus le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale a installé un système de démocratie, et ces trois pays étaient presque sous tutelle, étaient presque sous contrôle. Quand on regarde aujourd'hui comment ces phénomènes reviennent dans un débat politique au nom de la liberté de penser,
au nom de la liberté d'expression, on n'est pas loin de penser que dans les États africains, la démocratie a du mal à prendre, mais lorsque la démocratie a pris dans des pays comme la France et ailleurs, il n'est pas exclu que la démocratie soit totalement niée dans ses évidences, notamment dans l'affirmation de ses libertés. Ne le nions pas. La démocratie est un acquis, certes, mais il n'est jamais un acquis définitif. Elle présente bien évidemment des caractéristiques qui doivent sans doute et sans cesse être préservées. Être préservées sans confondre la garantie des libertés, la démocratie elle-même est le régime dans lequel le respect des libertés est mieux assuré dès lors que les remises en cause fondamentales ne prennent pas le dessus sur des éléments qui semblent acquis. En indiquant le caractère universel de la démocratie, en rappelant dans quelle mesure cette source démocratique, lorsqu'elle est universelle, peut être pérenne, on doit se mettre d'accord uniquement sur un certain nombre de postulats qui sont indiqués, mis en avant et préservés par la démocratie. Dans un système de démocratie, bien évidemment, ceux qui ont décrit l'État dans ses composantes concernant les différents pouvoirs qui existent au sein de l'État, notamment le pouvoir de faire les lois, le pouvoir de juger et le pouvoir de gouverner, on se rend compte simplement que dans un contexte de démocratie, ces pouvoirs peuvent être à la fois restreints ou étendus sans que l'impact démocratique ne vienne anéantir l'existence de l'État dans son socle. On sait également que dans un système de démocratie, les institutions républicaines peuvent varier sans pour autant jouer sur la performance de la démocratie. C'est bien pour cette raison que les sociétés de notabilité qui peuvent se retrouver dans le contexte démocratique africain, dans le processus institutionnel africain, ne sont pas forcément antinomiques, ne sont pas forcément source d'obstacles démocratiques. La question de la justice et la manière de rendre la justice peuvent être appréhendées de manière distincte selon les sociétés, selon les environnements sociaux, selon l'objectif de justice que nous recherchons. Quand on regarde aujourd'hui des types de justice traditionnels dans nos sociétés africaines qui mettent en avant aujourd'hui la coutume, la tradition et un peu de religion pour rendre la justice aujourd'hui, y compris dans un contexte de démocratie, l'objectif de la justice, c'est de rétablir la violation du droit, c'est de rétablir la violation de la loi, c'est de rétablir les ruptures, notamment des ruptures d'égalité. C'est pour cela que l'universalité doit être appréhendée du point de vue de la structure de l'État, sans doute du point de vue de la séparation des pouvoirs, sans doute de l'existence d'une justice en tant que telle, mais au-delà des socles, la manière, par exemple, d'appréhender l'intérêt général peut varier. La manière d'appréhender la question de l'égalité peut varier au point que nous avons des sociétés qui, a priori, semblent être inégalitaires, mais qui retrouvent la notion d'égalité sous d'autres angles. L'élément de solidarité intervenant dans le cadre des sociétés qui recherchent, en plus de la solidarité, des éléments de cohésion, de manière à ce que les sociétés ne soient pas seulement des sociétés de justice, mais plutôt des sociétés de justesse. Le débat fondamental de la question de l'universalité de la démocratie doit être suffisamment relativisé. La démocratie elle-même, combinée donc à l'état de droit tel que Amin nous en a parlé, l'état de droit, c'est l'exigence qui est faite à tous les citoyens, quels qu'ils soient, de se soumettre au droit, de jamais se démettre du droit, y compris lorsqu'on est à la tête de l'État. Mais les États de droit demandent un minimum de confort pour les citoyens, bien évidemment, parce que dans un no man's land,
On ne peut pas parler d'état de droit dès lors que les obligations réciproques et les responsabilités des uns et des autres ne sont pas définies dans le temps. La démocratie, combinée à l'état de droit, assure que le pouvoir ne puisse jamais se muer en despote et elle repose sur 4 piliers qui en font un projet politique partagé. Je parlerai de ces 4 piliers, bien évidemment, pour terminer mon propos. Un premier pilier, c'est que la démocratie ne peut éclore sans liberté. Le pendant direct de la démocratie est la liberté. L'anéantissement de la liberté dans des sociétés ne constitue rien d'autre que la dictature et l'autoritarisme. Le rôle premier dans le cadre de l'état de droit, c'est de garantir les libertés et surtout de les protéger. Bien évidemment, la liberté individuelle, elle peut être collective. L'expression de la liberté individuelle ou la manifestation de la liberté collective ne doivent absolument avoir aucun obstacle en face, si ce n'est celui du droit, celui de la loi. Je rappelle simplement que selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté est, avec la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est bien pour cela que vous entendez que dans les sociétés démocratiques, la liberté est tout aussi sacrée que le droit de propriété, et le sacre du droit de propriété se manifeste justement par la reine des propriétés qui est le titre foncier. Vous entendez souvent de la bouche des juristes que le titre foncier est inattaquable. Il est inattaquable parce qu'il est l'expression du droit de propriété et la sûreté et la résistance à l'oppression qui est l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Liberté d'un côté et droit de propriété de l'autre. Elle se décline également en liberté d'opinion, en liberté de réunion, en liberté de manifestation, en liberté d'association, en liberté de presse, en liberté de vote. Toutes ces libertés sont les unes et les autres indispensables au fonctionnement de la démocratie. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans des États totalitaires ou autoritaires, lorsque vous êtes dans un contexte de changement anticonstitutionnel, la première des réactions, c'est d'anéantir l'ensemble de ces libertés. Cela se voit dans des sociétés AES aujourd'hui, comme cela a pu se voir en Guinée-Conakry, comme cela a pu se voir dans un pays comme le Tchad, pour ne parler que des exemples qui nous entourent. Cette situation d'anéantissement de la liberté s'est vue dans des contextes autres qu'africains, notamment en France. Bien évidemment, les pouvoirs exceptionnels résultent de cette situation et c'est pour ça que dans nos sociétés ouest-africaines et du Sahel, on a tendance à penser et à justifier l'anéantissement des libertés, des droits par le caractère exceptionnel de la situation liée au terrorisme ou à la lutte contre le terrorisme. C'est surtout dans les situations exceptionnelles qu'on a besoin d'affirmation de droits, parce que l'affirmation des droits et des libertés en situation exceptionnelle reste plus encadrée encore. On peut éventuellement créer un espace de vide, mais l'espace de vide est toujours comblé en situation de poste. Que ce soit un état de siège, ou que ce soit dans quelque situation exceptionnelles que ce soit, dans la Ve République, cela résulte des pouvoirs exceptionnels qui sont déclenchés dans le cadre de l'article 16. Nous avons tous, dans nos pays, l'équivalent de l'article 16. Ça se manifeste par des états d'urgence, ça se manifeste par des états de siège, mais lorsque vous voyez, par exemple, les états d'urgence qui ont été déclenchés dans le cadre de la période de Covid, qui ont permis, en sens inverse du bon sens, de prendre les lois, dont la vocation était de préserver la santé, mais les lois ont été prises dans des conditions en violation des règles et procédures budgétaires, en violation également des règles et procédures en matière de finances publiques. On a essayé de justifier la fin par les moyens, et aujourd'hui, les moyens qui étaient très peu orthodoxes au plan budgétaire ont permis juste de combler
un vide sanitaire et éventuellement de résoudre un problème dont l'impact est sur l'intérêt général. C'est pour ça que vous avez vu des scandales en matière de Covid dans des pays comme le Cameroun et au-delà. C'est pour ça que vous avez eu également des scandales lorsque dans nos pays, y compris le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où aujourd'hui aucune dépense militaire et sécuritaire n'est contrôlée suivant les modes administratifs et de finances publiques que nous connaissons. La démocratie, quatrième élément, c'est le gage du pluralisme sans lequel elle n'est que façade. Bien évidemment, ce pluralisme explique que si en démocratie, l'opposition ne gouverne pas puisqu'elle n'a pas la majorité, pour autant, il est légitime que l'opposition, même faible, ne soit pas plus affaiblie. Et c'est pour ça qu'il faut lui donner l'occasion et le droit de s'exprimer, ne serait-ce que pour elle, un jour, de devenir majorité. Le contexte de la démocratie est universel sur des socles évidents qui concernent la structure de l'État, qui concernent le minimum d'institutions, qui concernent l'existence de la justice. Mais au-delà, ce socle peut lui-même varier, tenant compte des réalités, du contexte et surtout de l'histoire et des différentes évolutions qu'il y a.